Salut. Salut à tous, vous êtes au bon endroit, c'est On se dit les choses, le Mac des sports de la REP et de l'éclair, épisode 827, avec autour de moi un bel exemplaire de spécialistes. On commence par le plus éminent d'entre tous. Certains journaux ont des envoyés spéciaux dans les zones sensibles de la planète. Nous, notre envoyé spécial permanent est au Sporting d'Est à Billère. Bonjour Patrick Peyre. Prezdrowie sportownie, comme on dit à Kiev, amis sportifs, bonjour. Et ceci est réalisé sans trucage. À côté et en version originale, Jean Forêt. Salut Jean. Astarojna, bonjour à tous. Il y a comme un défi qui se met en place. Jérôme Carrère est juste en face, lui aussi il va relever, je pense. Salut Jérôme. Prévodique. Ok, très bien. Et parce qu'il faut un oligarque, notre oligarque à nous, c'est Greg Lothor. Salut Greg. Bonjour et bonjour à tous les finalistes de la Coupe de France. On leur dit bonjour aussi, on leur fait un gros bisou. On va développer un petit peu le sommaire de cette émission. On va parler de handball, bien évidemment, avec Billère. L'élan béarnais va refermer la page parce qu'il joue le lundi prochain contre le Portel. Une grosse page tennis aussi, Jean, avec de la Coupe Davis au menu. La section paloise a du bébé, messieurs, et le Pau FC qui sera aussi sur le pré ce samedi contre Amiens. On attaque tout ça juste après ceci. Oui, Jérôme, aujourd'hui, j'ai décidé de me servir de mes mains, j'ai tout montré. Donc, premier en piste, c'est toi, Patrick. Donc, on va parler du handball, du Billère handball plus précisément, qui sera donc dans son Sporting Chéri demain soir, face à la plus belle ville du monde, Strasbourg. Absolument. Au-delà du tourisme, il y a un match à jouer. Billère s'est fait du bien très récemment en gagnant un match précieux, du coup, confirmation. Enfin, serait-on tenté de dire, enfin du bien, puisque depuis le 15 décembre, Billère n'avait pas gagné, donc ça commençait à faire long. Entre les matchs amicaux et les 2 matchs de reprise, ça faisait 5 défaites consécutives. Donc la mauvaise série s'est arrêtée le week-end dernier à Besançon, avec une courte victoire d'un petit but, mais c'est suffisant, dans le Money Time. Et donc, ça espère bien enchaîner ce vendredi contre Strasbourg. Ça dit quoi de cette équipe de Billère qu'enfin les leçons à rendre? Parce qu'on sait qu'au handball, écraser l'adversaire d'un but suffit au bonheur de l'entraîneur. Alors, au-delà de la satisfaction du résultat, l'autre satisfaction, elle est sur la défense. C'est vraiment là que les progrès sont les plus sensibles. Des petits soucis encore en attaque. Daniel Deherme, le coach, trouve que ses joueurs ont la fâcheuse tendance à faire briller les gardiens. En ce moment, il dit en plaisantant que si un gardien doit renégocier son contrat, il faut qu'il joue contre Billère avant d'aller frapper à la porte du président. Parce qu'en principe, il en sort avec 22 ou 23 arrêts. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu là-dessus que le bas blesse et que les efforts sont concentrés en ce moment sur la précision des tirs et l'efficacité en attaque. Une équipe face à Billère, je disais Strasbourg, sur lequel on peut afficher ses progrès. Je ne sais pas faire un jour aux Alsaciens, mais ils naviguent dans des eaux qui fait que... Ils sont pas très bien en ce moment. Ils enchaînent les mauvais résultats. Alors curieusement, ils sont plutôt à l'aise à l'extérieur puisque leurs 2 dernières victoires sont loin de chez eux. Bon, on peut relativiser un peu parce que c'était Angers et Valence qui sont les 2 derniers du classement, donc ça, il faut relativiser ça, mais ça prouve quand même qu'ils sont plutôt un petit peu plus à l'aise à l'extérieur. Le souci qu'ils ont actuellement, c'est l'infirmerie qui est archi pleine. Ils ont le dernier match, ils étaient 8 sur la feuille de match. Denis Latou, donc le coach strasbourgeois, nous a confié qu'il espérait pouvoir amener 10 joueurs à Billère. Donc ça risque d'être un petit peu court au niveau des rotations. Donc pour vraiment s'évaluer proprement, on attendra la semaine suivante parce que cette séquence nord-est de la France va être absolument dantesque. Je rappelle, donc ils jouent vendredi contre Strasbourg au Sporting, à Célestat mardi et à Sarrebourg le vendredi suivant. Oui. D'ailleurs, ils ont organisé un petit road trip dans l'Est. Ils ont prévu d'établir un camp de base alors à Strasbourg, même si c'est à Sarrebourg qu'ils jouent. Ils partiront lundi pour Strasbourg, s'installer dans l'Est pour une semaine. Avec effectivement, comme tu le disais, mardi, un match à Célestat. Et puis le reste du temps, ils pourront s'entraîner dans les installations du Krebs à Strasbourg. Puisqu'ils enchaînent encore à Sarrebourg avant de rentrer et d'avoir une petite pause. Il y a une petite trêve, une mini-trêve internationale. Et ils reprendront contre Salzbourg, je crois. C'est ça, absolument. Ou Côte-de-Bourg, je ne sais plus. Et ils reprendront fin mars pour encore un nouveau
semi-marathon, puisqu'ils auront 3 matchs en une semaine, puisque sera calé entre 2 rencontres du championnat, une séance de rattrapage contre Cherbourg. Donc ils enchaîneront à nouveau vendredi. Il n'y a pas de plaque. On ne l'a pas fait exprès, en espérant qu'ils soient en pleine bourre, justement. Celle-là, il fallait la faire, on est d'accord. On ne pouvait pas y échapper. Et pour conclure cette page handball, j'imagine que la thématique, évidemment, c'est celle du maintien. On enterre les adversaires. Oui, absolument. L'idée, aujourd'hui, Billère est 10e. Il ne rêve pas au-dessus de la 8e place, qui est l'objectif très haut fixé en début de saison. Mais il est évident que c'est le maintien. Bon, on l'évoquait tout à l'heure, Angers et Valence ont l'air vraiment pas condamnés, mais pas loin de l'être. Donc si effectivement des équipes comme Strasbourg ou Besançon, on arrive à les mettre derrière, ça devrait se passer à peu près correctement. Juste pour la petite anecdote, cette saison, Billère n'a réussi à enchaîner qu'une seule fois 2 victoires consécutives. C'était en tout début de saison. Ils avaient gagné leur premier match assez facilement à domicile contre Besançon, et puis ils étaient allés s'imposer à Strasbourg. Oh, tiens. Donc là, ils viennent de gagner à Besançon, ils reçoivent Strasbourg. Si vous avez besoin d'une idée, tu viens de leur Espérons donner. Parfait. La feuille de route. Que l'idée fasse son chemin et les accompagne jusqu'à vendredi soir. De Strasbourg à Quito, il n'y a qu'un pas, on va dire ça comme ça. Jean, tu t'es exfiltré provisoirement du Palais des Sports, où tu vis retranché depuis une dizaine de jours, après le Terrega Open. Tu t'attaques maintenant à la Coupe Davis. Tu étais tout à l'heure au tirage au sort de ce France-Équateur. Un peu d'excitation chez nos amis tricolores, ou ça va être une formalité, cette opposition? Ils ne le disent pas forcément. La Coupe Davis, ça reste la Coupe Davis. Mais oui, ça va être une formalité. Ça devrait être une formalité pour cette équipe de France, même privée de ses meilleurs joueurs. Le premier à rentrer sur le court, ce sera celui qu'on a derrière en photo, Arthur Rinderknecht. Voilà, il l'a répété. On rigole, mais le tirage au sort a été effectué ce midi par Marjorie Delassus, la séiste locale. Et elle a tiré le premier nom. Et elle n'a pas réussi à sortir le pauvre nom d'Arthur Rinderknecht. Donc voilà, c'était Arthur. Ça fait rire de toute la délégation française. En attendant, c'est lui, le 59e, je crois qu'il est à l'ATP, qui va débuter. Donc c'est le numéro 2 français qui débutera demain face à Emilio Gomez, le fils d'Andrés Gomez, le vainqueur de Roland Garros en 90, je dirais. 90, tout à fait. Oui, c'est ça. Et donc il est le numéro 1 équatorien qui est classé 155e à l'ATP. Donc ça donne déjà une idée du niveau du numéro 1 équatorien, et sachant que le numéro 2, Queiroz, est 347e. Alors Sébastien Grosjean a beau dire qu'avec le Covid, etc., que le classement ne reflète pas leur niveau. Là, franchement, ça devrait être une formalité pliée dès la fin du double samedi après-midi, amenée par Herbert Mahut, qui est quand même une des 3 meilleures paires mondiales. Donc voilà, est-ce que... Autant en Coupe de France, par exemple de foot, on peut voir des surprises. Il y a une équipe, je sais pas, je dis au pif, Nantes, arrivée jusqu'en finale. Autant toi, tu crois pas aux surprises et aux petites cotes, aux grosses cotes. Rinderknecht, ça sera son premier match, deuxième match en Coupe Davis, mais le premier avec du public, à domicile. Il devrait y avoir un peu de monde au Palais, 4-5 000, peut-être un peu plus, sait-on jamais. Donc est-ce qu'il y aura la pression de l'événement? Est-ce que en face, le Gomez va rentrer dans le match bille en tête? Une Rodolphe Gilbert. Sachant que c'est des formats en 2-7 gagnants et pas 3-7. Donc si tu te fais piéger sur le premier set, la pression, etc. Après sur dur, tu crois que... Parce que sur dur, en général, c'est pas forcément la surface de prédilection quand même. Des Équatoriens? Non. Après, ils ont battu... je crois qu'ils sont allés gagner au Japon sur surface rapide. Ils étaient à un match de la victoire face à l'Espagne l'automne dernier. Non, pas l'automne. Si, l'automne, oui, pardon. C'était ça. L'automne dernier, donc a priori, voilà, c'est un barrage à domicile. Les joueurs français sont contents de jouer avec du public. Après avoir perdu face à la Grande-Bretagne, à Innsbruck, en Autriche à huis clos. Ils avaient été pas très bons en Espagne, à Madrid, en semi-huis clos l'année d'avant. Donc là, ils retrouvent un petit peu le format qui a longtemps fait rêver la Coupe Davis, enfin le public. Voilà, mais on ne va pas se cacher, c'est quand même une affiche un peu au rabais. Celui qui tape sur le tambour et qui fait pas là. Tout ça, on va l'avoir. On va l'avoir, puisqu'apparemment, il y a une délégation, il y a un fan club. Le Club France. Le Club France, voilà, qui arrive avec ses tambours, ses drapeaux. Ils sont une centaine de mains pour mettre l'ambiance au Palais. Donc, est-ce qu'il y a Clément d'Antibes ou pas, avec son coq? Je ne sais pas, je suis pas allé à la gare vérifier. Ou Francis Lalanne. Donc oui, voilà, donc on va être quand même attentif demain sur le premier match surtout, sachant que derrière ce sera le numéro 1 français, le charismatique Adrien Manarino, qui affrontera donc Queiroz. Donc là, ça devrait être une formalité. Très bien, on va suivre ça. Une grosse ambiance, on l'a compris. Un peu comme celle que tu as découvert, mon cher Jérôme, il y a quelques jours à Limoges.
Je le rappelle, tu as été baptisé de Beau-Blanc il y a peu. Pas franchement une réussite. Je suis reparti vivant, c'est déjà pas mal. Mais mais j'espère qu'il y a quand même une envie de rachat pour toi ce week-end, parce que là, tu fais un autre déplacement, tu vas très très loin, tu vas à Chabandelmas pour UBB section paloise. Une équipe de Pau qui a de la chance, parce que là, elle retrouve l'UBB qui retrouve Mathieu Jalibert, qui lui fait toujours des misères. Ouais. Alors, effectivement, j'avais pas compris l'ironie au début. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il me raconte? Une équipe de Pau qui a de la chance. Pas du tout. Non, mais surtout quand on parle de Mathieu Jalibert qui revient, c'est aussi et surtout parce que côté palois, il manque beaucoup de monde. On l'a déjà dit ces dernières semaines, l'infirmerie qui était bien remplie. On pensait qu'elle allait peut-être se désemplir, mais finalement, non. Donc il va quand même manquer pas mal de monde. La bonne nouvelle quand même, c'est que hier, Toumoua Manou est passé en commission de discipline et qu'il pourra jouer. Donc ça veut dire qu'ils ont au moins 2 centres valides professionnels. C'est déjà pas mal par rapport au match précédent où Mathias Colombet avait dû glisser de l'arrière au centre. Donc on se demande de quel poste il va peut-être encore tenter cette saison. Mais surtout, la section donc, se déplace à Bordeaux, leader du championnat. Mais leader du championnat qui va pas très bien. Qui enchaîne les défaites aussi. Qui a perdu 3 fois d'affilée. Donc alors les optimistes se diront tiens, ça ressemble un petit peu au Stade Toulousain qui n'était pas en grande forme et que la section a tapé à Pau. Et les autres se diront ah ben tiens, un leader qui a perdu 3 fois d'affilée, peut-être qu'il va être un petit peu énervé. Tu fais bien les optimistes et les pessimistes. C'est pas mal, hein. Belle imitation. Et toi, t'es optimiste ou pessimiste? Moi plutôt pessimiste un peu. Parce que non, il manque beaucoup de monde. Encore Steven Cummins aussi qui s'est blessé en deuxième ligne, qui va être absent entre un mois et demi. C'est un peu tendu là, ça commence un peu à tirer dans tous les sens et c'est vrai qu'on voit derrière les images contre La Rochelle, la section a perdu à domicile la semaine dernière. Alors c'est pareil, on peut se dire qu'ils n'ont perdu que de 6 points, mais La Rochelle a quand même laissé 12 points au pied, vraiment pas en réussite face au Perche, et franchement la section a pas fait un très très bon match, et à aucun moment on s'est dit où il aurait mérité de gagner, donc on sent un petit peu une espèce de petit creux de la vague là à Pau, et sachant qu'après ce match face à Bordeaux, il y a quand même une mini-trêve qui va s'imposer de 3 semaines où Pau va pouvoir récupérer un peu toutes ses forces. Donc l'idée, c'est peut-être un petit peu de se dire un dernier coup de collier pour essayer peut-être de ramener au moins un petit point de Chaban. Ou alors, est-ce que c'est pas pour ça justement que tous ces absents ne reviennent pas? Se dire, on va quand même pas se les péter à Bordeaux pour un match où on n'est pas favori, alors qu'on a des échéances peut-être un peu plus importantes à la fin du mois. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. Parce qu'il faut du vice pour nous. Désolé. C'est possible, mais quand même, quand on voit l'infirmerie et tous les joueurs qui y sont, depuis un moment, on nous dit ils sont en phase de reprise, depuis 3 semaines, un mois, et qui sont toujours pas là. Ça commence à faire quand même beaucoup, et puis pour la suite aussi, certains mecs qui jouent beaucoup quand même, sur qui on tire, forcément. Et faudrait pas que ça casse, parce que après Bordeaux et cette pause, il y aura 2 matchs très importants face à Perpignan et Biarritz. Perpignan qui aujourd'hui est à 8 points de la section, Biarritz qui est à 13 points, donc un peu plus décroché. Mais ça fait partie des 2 équipes que la section espère au moins mettre derrière elle. Des petits coups de tournevis, comme on en parlait tout à l'heure avec Billard pour le maintien, c'est sur ces matchs-là qu'il faudra les donner aussi. Y a-t-il quand même quelques petites indications sur qui on va voir sur la pelouse de Chaban? Tu nous as dit qu'il y aurait des absents, mais des présents. Toumoua Manou donc. Ouais, alors l'équipe devrait quand même pas mal ressembler à celle qui a affronté La Rochelle, puisqu'a priori il n'y a pas non plus grand monde qui rentre à l'infirmerie à part Cummins, mais qui avait quitté la pelouse dès la 5e minute. Donc effectivement, Toumoua Manou qui revient, mais vraiment ça devrait ressembler quand même à l'équipe qui a affronté La Rochelle. Ça devrait certainement tourner un peu. Par exemple, on pense en 3e ligne, peut-être que Rissi Watt, qui était sur le banc ces 2 derniers matchs, va peut-être rentrer titulaire. En 2e ligne, peut-être Fabrice Mess aussi qui va rentrer par la force des choses, mais le groupe devrait quand même être assez similaire, d'autant qu'on a vu par exemple Antonin Astoy qui n'a pas été appelé avec les Bleus pour la semaine prochaine en stage, donc peut-être qu'il aura aussi à cœur de se racheter. Il y aura le retour de Beka Gorgadze aussi. L'homme plus, j'ai envie de dire, Beka, qui va retrouver son ancien club avec théoriquement une petite envie de revanche. Il a été laissé libre. Il a prouvé à Pau depuis son arrivée que c'est un joueur qui aurait peut-être mérité de rester dans un club du top 6. Donc ses performances depuis le début de la saison sont quand même vraiment... Enfin, parle pour lui. C'est difficile de croire que ce joueur avait du mal à trouver un club avant que Pau lui fasse confiance, et il est en train de rendre cette confiance-là. Et qui devrait composer une 3e ligne épaisse, puisque je le rappelle, donc Jordan Joseph a été appelé parmi les 42 pour préparer le Pays de Galles avec le 15 de France pendant les 6 nations, mais il sera bien disponible, vous confirmez, sur ce match de l'UBB. Il ne prendra le TGV qu'après, depuis Bordeaux, dimanche. En théorie. Saint-Jean-Marcoussis, direct. 2 heures. 2 heures, oui. Très bien, merci de cette précision, Greg. Une précision qui t'anime et qui fera aussi du bien, je pense, aux petits Palois du Pau FC, samedi soir, qui reçoivent Amiens
Pau, c'est du courant alternatif aussi en foot, qui avait battu Caen, on était tout contents au Noustecamp, et après un visage, on va dire, indigent du côté de Valenciennes le week-end dernier. C'est un visage clairement décevant. C'était contre une équipe qui joue son maintien, qui joue sa survie. Et Pau a joué un ton en dessous par rapport à ses dernières sorties. Voilà, ils étaient à 70% et ils ne peuvent pas se le permettre. Ils ont besoin d'être à 100, 110, 120% pour exister dans cette Ligue 2. Ils n'ont pas le potentiel technique, les individualités suffisantes pour faire preuve de suffisance, justement. Et aussi avec des individualités qui sont assez mouvantes. Il y a eu aussi pas mal de blessés dernièrement dans le milieu de terrain, notamment les dernières recrues. Est-ce que là aussi on aspire à plus de stabilité? Évidemment que oui, mais est-ce qu'on l'aura? On a le sentiment quand même que Didier Tolo aujourd'hui a trouvé une équipe type et un système type. Alors il dit que c'est pas important, que ce qui compte c'est l'animation. Il n'empêche qu'avec ce passage à 3 défenseurs ou 5 défenseurs selon les situations d'attaque-défense, ils ont trouvé une forme d'équilibre. Ça a inclus du coup dans la rotation permanente Mamadou Dembélé qui est aujourd'hui titulaire, et au milieu ils peuvent fonctionner avec 2 récupérateurs, donc Daubin et Poa. L'Aubry un cran devant. Et après c'est vrai que le mercato apparaît un petit peu contraire à ce système de jeu, puisqu'il y a plutôt des profils offensifs et des joueurs de côté qui ont été recrutés, mais bon, ça apporte de la concurrence. Alors peut-être qu'à domicile on va rechanger de système de jeu et revenir au système à 3 attaquants plus classique. Ce sera la surprise de Didier Tolo samedi. Parce qu'on a l'impression que de l'extérieur que la recrue la plus utile finalement c'est celle qui n'était pas souhaitée, c'est celle qui est arrivée par la force des choses, c'est Bajic au but. Bajic a quand même Denis Wilpoa qui était en perdition au Portugal, montre qu'il n'était pas champion d'Europe par hasard avec les U19 génération Mbappé, Blas et compagnie. Donc c'est vraiment 2 recrues qui sont c'est 2 recrues qui sont peut-être les plus performantes aujourd'hui. Mais bon, Bajic, on savait que c'était un grand talent, que c'était un grand espoir du football français. Il était dans la sélection pour les Jeux Olympiques cet été, donc c'était une belle opportunité. Il est en train de montrer qu'effectivement il méritait du temps de jeu. Ça, c'était pas forcément une référence, les Jeux Olympiques et l'équipe de France cet été. Mais bon, on l'apprend quand même. Un joueur, Jean, je me tourne vers toi, je parle de basket. C'est quasiment une recrue, on l'a pas vu depuis 3 semaines, 3 grosses semaines. C'est Brandon Jefferson, yes. j'ai bien dit, qui retrouve l'élan béarnais. He's back, les enfants. Brandon. Oui, Jefferson qui s'était blessé aux ischio. Ouais. Et... qui a cruellement manqué quand même. Oui, on se demandait avant qu'il se blesse si vraiment il était compatible avec Bibbins. Et s'il n'était pas néfaste parfois au jeu de l'élan, et on s'est rendu compte quand il n'était pas là qu'il était indispensable. On parle là du meilleur marqueur du championnat, qui a repris cette semaine, qui jouait hier soir en amical avec l'élan à Bordeaux face à Boulazac. Ouais, et victoire. Il a mis 21 points, meilleur marqueur de l'équipe. Après 25 shoots. Donc voilà, normal, sans prendre 25 shoots. Et quand bien même il les prendrait, il faut qu'il les prenne de toute façon. Et donc voilà, donc l'élan retrouve une configuration a priori, sauf blessure évidemment, au complet. Ceux qui n'ont pas eu du tout depuis sur le bloc précédent, comme on dit côté du Hameau. Voilà, entre le 8 janvier à Nanterre et le match de... C'était quoi le dernier match? À Limoges. Voilà. Limoges, on l'a petit match oublié, comme ça. Il était tellement dégueulasse qu'on l'a oublié. Celui d'avant aussi, à Fos-sur-Mer. Parce qu'ils ont perdu donc à Nanterre sans les pivots, à Fos-sur-Mer sans Bibine, sans Jefferson, à Limoges sans Jefferson. Enfin bref, des difficultés pour s'entraîner, trouver vraiment s'appuyer sur un fond de jeu. Là, avec la trêve de 10 jours et l'effectif qui s'est de nouveau recomposé, on peut espérer que l'élan rattaque du bon pied la semaine prochaine, et il va le falloir s'ils veulent rester dans le top 8. Et ils retrouveront pour ça leur salle chérie contre le Portel ce lundi soir. Et cette fois-ci, c'est pour de bon. Tu nous annonces pas un tournoi de tennis pour dans 3 jours ou un truc comme ça, non? A priori, il n'y aura pas de prolongation de France-Équateur. Ouais. Donc France-Équateur, ce sera terminé samedi à 15h15. Donc dans la foulée, la mairie, voilà, on enlève le parquet, enfin pas le parquet, le terrain de tennis, etc. Et l'élan pourra de nouveau s'entraîner normalement dimanche. Peut-être dimanche après-midi, parce que mine de rien, ça fait 3 semaines qu'ils sont au centre de formation. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils jouaient comme une équipe de National 2 sur certaines séquences. Mais voilà, ça c'était pour la boutade. L'explication là. C'est peut-être aussi simple que ça. Mais ouais, lundi, semaine à 2 matchs. Lundi, le Portel. Alors le Portel, je pense qu'il vaut mieux les prendre lundi qu'il y a 15 jours. Car eux, la trêve, on ne sait pas si elle aura fait du bien ou pas, mais avant la trêve et depuis la reprise en main du club de l'équipe par
Éric Girard qui a remplacé notre ami à tous, Sergio. Crève-cœur. Il a rétabli quand même la situation puisqu'ils étaient derniers. Là, il vient de gagner, je crois, 4 matchs sur 5 ou 3 sur 4. Ils sont allés gagner à Strasbourg et ils restent sur une victoire face au leader, Boulogne-le-Valois, avec le même effectif. L'élan est allé s'imposer là-bas dans la difficulté après prolongation à l'époque grâce à 26 points de Giovanni Onyangé. D'ailleurs, Giovanni, ce serait bien qu'il retrouve aussi le chemin du cercle car il est un peu perdu là, depuis 3 semaines. Donc voilà, on espère que cette trêve refait du bien à tout le monde. Et donc pas sous-estimer cette équipe portelloise, donc très en forme avant la trêve et qui n'aura rien à perdre, qui joue le maintien. Ils sont à 7 victoires, mais voilà, ils sont sur une bonne dynamique. Une très bonne défense. Et là aussi, ce sera donc un back-to-back, mais là, nordiste et crève-cœur, je suis désolé, parce que c'est Gravelines en suivant, non ? Non. C'est pas Gravelines ? Ah non. Ou alors je pars en week-end en Champagne. Sûrement pas. Ah, Chalon-Reims, oui, pardon. Chalon-Reims. Je suis sûr que Serge Crève-cœur est allé voir un match à Chalon-Reims au moins une fois dans sa vie. Oui, dans cette superbe Palais des Sports Pierre de Coubertin de Chalon-Champagne. Mille excuses, je n'avais pas le calendrier. Et oui, donc voilà, l'élan est attendu dès le vendredi à Chalon-Reims. Ils joueront à Chalon en Champagne. Pareil, équipe de bas de tableau, 7 victoires, 13 défaites, comme le Portel. Donc si Gravelines viendra après au Palais. Donc si l'élan veut rester dans le top 8, entre 5 et 8, il serait de bon ton de gagner au moins 2 des 3 prochains matchs. Faites preuve d'opportunisme, messieurs. Le message est lancé. Et vous allez devoir faire preuve de clairvoyance maintenant, parce qu'on va attaquer la partie, celle qui on voit les pics d'audience en fin d'émission, c'est sur les pronos. Donc on va attaquer les pronostics de ces différents matchs dans quelques secondes. À tout de suite. Prenez papier, blocs et stylo. Voici la liste des matchs pour ce week-end. Donc Billère reçoit Strasbourg en handball vendredi soir. Dans la foulée, c'est samedi après-midi la section qui sera à l'UBB. Le soir, le Pau FC contre Dunkerque. Et on va se projeter vraiment très loin. J'ai dit Dunkerque, pardon. Je me projette aussi, moi, trop loin. Pau FC Amiens, évidemment. Et lundi soir, l'élan Bernay reçoit le Portel. En avant, Guingamp, comme on dit. Patrick, à toi l'honneur. Alors, Billère, Strasbourg, Billère. Plus 2, plus 3. On va pas chercher plus loin. On parle pas de tennis ? On va rester d'abord sur les sports co. Après, si tu veux tenter un petit pari banco sur le tennis, je rejoins complètement l'avis du fils spirituel de Jean-Paul Lotte pour que ce soit plié avec Herbert Mahut assez rapidement. Non, je pense effectivement que le retour de Jefferson associé à Bibins, ça peut apporter quelque chose de sympa. Donc je vois une victoire de l'élan. L'élan lundi au Portel. Oui, absolument. Passons sur herbe maintenant. Je partage le pessimisme aussi de Jérôme. Je pense que la section risque de revenir peut-être avec une ou deux bonnes caisses de vin a priori, mais pas forcément avec quelque chose d'autre, même pas le bonus défensif, malheureusement. Je pense pas que le bonus défensif soit dans les caisses qui seront offertes. D'accord, très bien. Et je mettrais bien une petite pièce sur le Pau FC, ne serait-ce que pour qu'ils vengent mes amis nîmois qui ont pris 3 buts contre Amiens la semaine dernière. Ça va loin, ça. C'est Game of Thrones, c'est plus je pense que le FC Pau va taper Amiens. Allez, c'est parti. Jean, livre-nous tes lumières. Enfin, je sais pas si ça se dit, ça, livrer des lumières. Éclaire-nous de tes lumières, disons. Oui, donc billard handball plus 1 comme d'hab. Voilà, samedi, le Pau FC va gagner à domicile. Oui. On va gagner 2-1. 2-1 à la maison. Je ne donnerai pas le nom de buteur, je laisse les spécialistes s'en occuper à ma place. Quant à la section, je lui souhaite de ramener des caisses de vin, parce qu'elle ne ramènera pas la victoire, je ne pense pas. Ça va être difficile à Bordeaux avant la trêve. Et quant à l'élan, ils vont gagner, mais dans la douleur, et peut-être pas un match très offensif, mais ils devraient faire le nécessaire pour l'emporter. Et voilà, un match du lundi soir, quoi. Un match du lundi soir, ratagasse comme tu. Et juste un petit prono sur le rallye des collines d'Arzac qui a lieu ce week-end. Absolument. Voilà, j'annonce la surprise en endoromotrice avec la victoire de mon copain Stéphane Boutet. Donc en endoromotrice, j'espère que vous serez nombreux à aller le suivre sur le. Je sais pas s'il y a ça sur les paris 11 sports, comme ça. Il y a le rallye d'Arzac. Bon, écoute, tant mieux, c'est une annonce. Et l'Équateur prendra un 7. Un 7, l'Équateur. L'Équateur prendra un 7. Grosse cote. À vous de trouver sur quel match. Attention, on passe en mode veille. Fais gaffe. Tu passes en mode veille derrière. Ah d'accord. C'est pas grave. C'est pas grave, j'aime bien moi aussi. Tout va bien. Je suis là, je fais un peu la veille. C'est normal. À toi Jérôme. Alors, maintenant que je fais le malin. Alors, Billère, même analyse que les copains, je pense qu'ils vont gagner quand même contre Strasbourg, même si c'est une très belle ville. Je dirais plus 4 moi, tiens, pour changer un peu, parce que faut être un peu optimiste quand même. Basket,
Ouais, aussi, contre le Portel, ça va gagner. Je pense que Jean va peut-être un petit peu s'ennuyer, mais ça va gagner. Sympa, alors, tu nous promets un week-end, c'est régal. Je m'ennuie jamais au Palais, Jérôme. Malheureusement, je pense que mon déplacement à Bordeaux va se faire à vide. Dis-le tout de suite, sinon on annule l'ordre. Je pense que ça va être moins 15 points, moins 15 à Bordeaux. Et Pau FC, ça va gagner Pau FC. 1-0. Ça, c'est la classique aussi, c'est la spéciale. Avec ma pépite qui va replacer un peu là, tout ce monde. Voilà. Là, il est chaud en ce moment, tout ce qui est jaune pour lui, ça réussit. C'est bon. Alors vas-y. Et moi je vois un triplé béarnais avec une victoire du BHB, une victoire de l'Élan, une victoire du Pau FC 2-1 avec des buts de Descendé et de Neji, mon cher Jean. En revanche, je vois une défaite de la section paloise sur le terrain de l'UBB. Ça sera pas une danse, mais je vois une défaite de 9 points. Bon, j'espère en tout cas, et j'en suis quasiment sûr, que cette vidéo va être diffusée donc, dans les vestiaires de la section paloise comme levier motivationnel. En tout cas, on leur donne les droits si vous voulez faire un petit montage. Allez-y les gars. Moi, je vous souhaite de bons matchs malgré tout, avec plein de bonus, de paniers et de victoires et de résine sur les mains pour les plus aventureux. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.